Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute et auteure du livre Terre éclose, la sexualité au féminin, aux éditions de l'Emmanuel. Dans la 3e saison de Sexo, je continue à vous ouvrir les portes de mon cabinet pour vous partager les questions qui me sont le plus posées et les points de repère que j'offre en réponse, afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors dans cet épisode, vous allez nous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup de couples. C'est la question de l'enfant supplémentaire, un désir souvent éprouvé par l'un des conjoints et pas par l'autre. J'en veux un de plus et lui ou elle n'en veut pas d'autre. Ce qui peut bien sûr engendrer incompréhension et souffrance. Vous allez donc nous parler du désir d'enfant. Ouais, le désir d'enfant et à contrario le non-désir d'enfant en fait, est en réalité assez mystérieux. Je ne sais pas, par exemple, s'il est possible de le justifier de façon argumentée. En tous les cas, je constate combien les personnes et les couples sont en difficulté pour en parler de façon apaisée en entretien quand il n'est pas partagé, en tous les cas. Quand l'un veut un enfant de plus et que l'autre ne veut pas. Alors, d'où vient ce désir ? Alors, j'aime beaucoup rappeler les propos de la psychiatre Monique Bydlowski, qui précise dans son livre « La dette de vie » que le désir d'enfant est un élan naturel. Donc pour elle, toutes les espèces se reproduisent et c'est donc logiquement que l'homme s'inscrit inconsciemment dans ce mécanisme de procréation pour la survie de l'espèce humaine. Mais c'est intéressant parce que ça explique ce caractère instinctif, un peu animal, que l'on peut entendre parfois en entretien. Et je pense par exemple à une femme qui me disait impossible d'expliquer d'où vient ce désir, je veux un enfant de plus, oui. Et cela se vit dans mes tripes, c'est comme si tout mon corps l'appelait. C'est vrai qu'on entend souvent ce désir presque animal qui vient des entrailles. C'est un désir qui est au-delà de la rationalité presque. Oui, le désir est quasiment charnel et ces mots, on les retrouve chez d'autres femmes, d'ailleurs, ce qui souligne vraiment ce côté insaisissable du désir d'enfant. Ce que nous pouvons nous demander en revanche, c'est au-delà de ce soi-disant élan de vie, qui appartiendrait donc à la biologie. Pourquoi certaines personnes s'imaginent-elles avec 10 enfants, là où d'autres, en fait, se sentent pleinement comblées avec un enfant? Oui, c'est vrai, c'est complexe, en fait, comme question. Oui, et en réalité, quand on commence à parler du désir d'enfant, et toujours à contrario du non-désir d'enfant, donc, nous touchons finalement à des choses assez intimes de l'histoire de la personne. Donc, évoquer ce désir est loin d'être anodin pour moi. C'est vraiment accepter de se laisser toucher dans nos affects. Et c'est parler de notre histoire personnelle, de notre histoire familiale aussi, de nos représentations, de la personne que nous aimons aussi, de notre rapport au corps, de notre rapport au monde, et peut-être aussi de notre capacité à faire confiance dans la vie. C'est une question qui vient nous toucher à l'intime de notre histoire, de façon profonde. En fait, peut-être de la même manière finalement que quand nous nous interrogeons sur la place de la sexualité dans notre histoire personnelle et familiale. Oui, tout à fait. Et je vous renvoie ici au premier épisode de la saison 1 de Sexo. Dans mon histoire, la sexualité était tabou. Et en fait, on avait vu combien la question de la sexualité nous amenait à revenir sur tout ce qui nous avait été transmis et combien tout ça provoquait à la fois des fermetures ou des ouvertures. Et c'est la même chose pour le désir d'enfant. Et ce point, d'ailleurs, n'est pas du tout étonnant, car le désir d'enfant et la question de la sexualité, c'est profondément lié. Logique. Logique. Le désir d'enfant nous parle du désir de transmettre la vie. Et c'est bien par la sexualité que ça se fait. Alors, on va y revenir car c'est très intéressant. Mais en tout cas, j'imagine que si le désir d'enfant partagé au sein du couple donne corps à l'amour réciproque de l'homme et de la femme, dans un même désir d'avenir chargé de promesses, ne pas partager ce désir, ça doit être très bouleversant effectivement pour les couples. Ouais, exactement. Quand le désir d'enfant n'est plus partagé, le couple est souvent bien bousculé. La question qui est déposée en entretien, c'est comment se fait-il que l'homme ou la femme que j'ai choisi
ne me suivent plus dans mon désir. C'est vraiment ce qui est dit dans les accompagnements. Et parfois, ça remet même en question l'amour de l'autre. Hein. Si elle m'aimait ou s'il m'aimait, en fait, il ou elle me le donnerait, cet enfant. Et ben en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Le désir, on ne fait pas un enfant pour faire plaisir à l'autre. L'enfant qui advient, il engage aussi bien la femme que l'homme. Et dans la mesure du possible, l'enfant aura besoin de ses deux parents pour grandir et pour s'ouvrir au monde et à la question de l'altérité. Oui, bien sûr, oui. L'enfant nous engage et nous responsabilise, c'est sûr. Exactement. Et oui, on reste parent à vie de toute façon. Exactement. Ouais. Donc, on ne fait pas un enfant pour faire plaisir à l'autre. Hein. Et c'est bien pour ça que quand un homme dit en entretien « elle m'a fait un enfant dans le dos », c'est-à-dire sans son accord, il faut entendre quand même l'expression d'un réel sentiment de trahison et d'une très grande colère pouvant provoquer une crise importante et mener le couple parfois même à la rupture. Hein. Et inversement, certaines femmes expriment combien elles se sentent démunies quand une grossesse s'annonce alors qu'elles ne l'avaient pas désirée. Certaines sont très en colère, elles ont l'impression que leur non-désir d'enfant qui avait été exprimé n'a pas été entendu sérieusement par leur conjoint, qui, du coup, finalement, se fichait de la question de la régulation des naissances, ou en tout cas qui la prenait pas au sérieux. Parce que cet homme pouvait être ouvert à un enfant de plus, en fait, tout simplement. En tout cas, ça pouvait être chez lui assez ambivalent. Donc, devenir parent malgré soi est extrêmement violent, non seulement parce que les personnes soulignent combien elles ne se sentent pas respectées dans ce désir fondamental, celui de transmettre ou non la vie, mais aussi parce qu'elles peuvent avoir l'impression d'être reléguées au statut de géniteur ou de génitrice. Et cette plainte, je l'entends plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Tu ne m'aimes pas pour ce que je suis, disent-ils, mais pour ce que je te permets d'avoir, c'est-à-dire un enfant. Ce qui pose toute la question du lien conjugal et du choix amoureux et de ce grand désir d'être aimé pour ce que l'on est et non pour ce que l'on permet d'avoir à l'autre, même si l'on peut tout à fait concevoir que devenir parent fait partie d'une réalisation de soi pour de nombreuses personnes. Ouais, on entend bien toute cette souffrance, cette violence même qu'il peut y avoir dans cette question. Si je prolonge en fait votre réflexion, faire un enfant sans le consentement de l'autre, ça inscrit la personne finalement dans une toute-puissance maternelle ou paternelle. Et puis, c'est bon pour personne, tout ça. Non, c'est bon pour personne. Et d'ailleurs, cela poursuit même l'enfant. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire pour les parents comme pour l'enfant, en fait. Comme pour l'enfant. Hein, en entretien, il m'est arrivé d'entendre en fait, je suis la fille de ma mère ou la fille de mon père. Ah oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est j'ai été désirée par l'un, mais pas par l'autre. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué de se construire avec cette croyance. Ça génère beaucoup d'amertume, en fait. Et la personne se dit, je n'ai pas été désirée par les deux. Est-ce que cela veut dire que mon père ou que ma mère ne m'aiment pas ? Ma naissance a-t-elle provoqué leur désamour, parfois, quand il y a eu une rupture chez les parents. Et puis parfois, on entend ce genre de réflexion dans un contexte de réconciliation aussi. Suite à l'infidélité de mon père, mes parents ont souhaité se réconcilier et je suis arrivée. Donc, je suis l'enfant réparateur. Ouais, c'est une charge très lourde pour l'enfant. Ouais. C'est fréquent, ça, un désir d'enfant après une crise conjugale ou autre crise ? En tout cas, on constate que ce désir peut éclore effectivement après une période difficile, après un deuil, après une fausse couche aussi, comme si le désir d'enfant venait remettre de la vie là où il y avait eu de la mort. Ça, c'est assez intéressant. Hein. Et alors, tant que le couple est accordé sur cet élan de vie, ça ne pose pas de problème, mais ça devient douloureux quand ce n'est pas le cas. Oui, c'est ça. Comme si la crise ou comme si cet événement douloureux, un événement de mort par exemple, venait figer la femme ou l'homme dans son élan de vie. Contrairement à l'autre. Voilà, exactement. Alors pourquoi, moi j'avais la question, pourquoi le désir d'enfant est davantage exprimé par les femmes ? C'est un petit peu l'impression qu'on a. En tout cas. Oui, alors c'est une question difficile. Alors peut-être parce que l'expérience de la paternité ne passe pas initialement par le corps. Moi, je pense que c'est ça. Probablement aussi parce que la fertilité de l'homme n'est pas autant concernée par le temps qui passe, là où la femme compte les années qui lui restent pour avoir un enfant de plus.
Concrètement, la femme est rattrapée quand même chaque mois par une réalité, c'est son cycle menstruel. Ouais. Et ce cycle la questionne de façon régulière dans son désir d'enfant. Est-ce que j'ai envie ou pas d'accueillir un enfant et d'ailleurs, ce désir est présent chez certaines femmes depuis qu'elles sont toutes petites. Oui, il y a beaucoup de petites filles qui disent qu'un jour, elles pourront peut-être avoir un bébé dans leur ventre. Ouais, exactement. Certaines petites filles s'approprient très fortement cette dimension par mimétisme aussi. Et ce sont des choses que l'on peut entendre. D'ailleurs, en entretien, j'ai toujours voulu des enfants, me disent certaines femmes, comme si ce désir avait déjà germé et pris corps dans leur enfance. Et puis parfois, on entend le contraire, le non-désir d'enfant. Voilà. Donc, mais peu importe. Le désir est interrogé et la présence des règles rend cette interrogation tangible. Je vois que j'ai mes règles. Où est-ce que j'en suis de mon désir d'enfant ? Donc, c'est probablement, je pense, pour toutes ces petites choses, que le désir d'avoir un enfant de plus est davantage exprimé par les femmes que par les hommes. Et une question sur la grossesse. Est-ce que désir d'enfant et désir de grossesse, c'est la même chose ? Alors, le désir d'enfant n'est pas le désir de grossesse, effectivement. Et c'est étonnant. Et les deux peuvent être effectivement indépendants. Le désir de grossesse peut rassurer une femme quant à ses capacités reproductives ou répondre au désir d'être pleine sans pour autant répondre à un désir de maternité. En entretien, on écoute quand même la complexité de ces désirs conscients et inconscients. Et certaines femmes se sentent littéralement pleines de vie quand elles sont enceintes. Alors, elles veulent aussi un enfant, mais certaines femmes se sentent pleines de vie, mais en réalité, elles ne veulent pas devenir mères. Et ce qui mène d'ailleurs certaines femmes parfois à prendre une décision d'avortement. Ah oui, jusque-là. Oui, jusque-là. Donc les femmes ont vraiment besoin d'être accompagnées dans ces moments-là. Celles qui garderont leurs enfants, en tout cas, pourront connaître une vraie difficulté dans ce devenir mère et devront être aidées. Oui. Ce qui pose en fait toute la question complexe du plein et du vide chez ces femmes. Donc c'est une question importante à se poser pour dépasser cette difficulté. Et c'est ce qui, je tiens à le souligner aussi, pose toute la question de l'environnement de la femme. Justement, plus une femme est soutenue dans l'ambivalence de ses désirs et la complexité de ses désirs, plus elle pourra grandir et avancer de façon sereine. Alors, est-ce qu'il y a l'inverse qui peut être vrai ? C'est-à-dire, est-ce que on peut avoir ce désir d'être mère, mais pas celui d'être enceinte ? Ben oui, comme si le devenir mère devait se passer pour certaines femmes de l'expérience du corps. Donc, par exemple, le vaginisme peut parfois être la somatisation de ce refus. Donc, le vaginisme, c'est la contracture musculaire involontaire des muscles qui entourent le vagin et ce qui rend en fait la femme impénétrable. Donc, parfois, le vaginisme, oui, est la somatisation de ce refus. C'est pas tout le temps comme ça, mais parfois, on peut l'entendre. On entend aussi chez les femmes qui ont très peu de désir sexuel et qui, pourtant, expriment un désir d'enfant. On entend cette ambivalence. C'est j'ai envie d'être mère, mais j'ai pas envie d'être enceinte. Donc, ces femmes veulent avoir un enfant, mais en réalité, elles ont jamais envie de faire l'amour. Et ce refus de l'expérience de la grossesse est souvent relié à des peurs, peur du milieu médical, de ce qu'il y a à l'intérieur du corps, peur d'être envahi par le bébé, parfois peur même de lui faire subir ses propres pensées négatives ou de lui transmettre ses propres peurs. Je note aussi la peur de l'accouchement, d'autant plus concrète chez certaines femmes quand cette peur est alimentée par des récits familiaux catastrophiques ou sanguinolents. Ça me permet de revenir à ce que vous évoquiez au début, le désir d'enfant. Donc, vous avez dit qu'il était en lien avec notre histoire familiale, notre histoire personnelle. Oui, le désir d'enfant, effectivement, peut renvoyer à un idéal de famille, à des valeurs, à un groupe social. Donc, c'est vraiment en lien avec notre histoire. Il est forcément relié à nos représentations, notre vécu, nos modèles féminins ou masculins. Et si ces représentations sont positives, le désir d'enfant sera peut-être plus facile, probablement même plus facile à penser. L'homme et la femme n'auront pas de difficulté à s'imaginer père ou mère, et
peu importe d'ailleurs le nombre d'enfants, mais c'est vrai que parfois c'est plus compliqué. Et je pense par exemple à un couple que j'ai accompagné où l'homme exprimait son ambivalence. J'ai envie de devenir père une fois de plus, mais ayant eu moi-même un père défaillant, j'ai peur d'être à mon tour un mauvais père et de rendre mes enfants malheureux. Donc un enfant, je me sens capable, mais pas deux. Oui, c'est là qu'on voit bien l'héritage de notre histoire dans ces questions-là. Est-ce qu'on fait encore aujourd'hui des enfants parce qu'il faut en faire? Non, aujourd'hui, il y a plus cette question-là. Ben, si. Ah oui? Je trouve que parfois, c'est quand même... c'est quand même... en entretien, parfois, on relève... qu'il y a une émulation familiale. En tout cas, chez certaines familles, il y a une émulation familiale assez large autour de ça. Et je pense à certains couples de familles nombreuses qui l'interrogent de façon très claire, mais et en fait, qui me disent en entretien, mais c'est pourquoi avons-nous fait autant d'enfants? Donc, autant, c'est 3, 4, 5, même 6, 7, 8 parfois. Je reçois des couples qui ont beaucoup d'enfants. Et ce qu'ils disent, c'est que tout le monde en faisait autour de nous. Donc on s'est laissé porter par cette émulation-là, mais qu'en était-il de notre désir en réalité et de notre capacité à accueillir une famille nombreuse? Donc ce sont des couples qui expriment une grande fatigue, souvent autour de la parentalité, pas mal d'anxiété sur leur capacité à l'accueillir, à la faire grandir, et qui se sentent en fait perdus dans ce qu'ils ont construit. Donc ils viennent en entretien pour redonner du sens à leur famille et s'approprier leurs désirs et ce qu'ils veulent vraiment. Donc les enfants sont là, mais voilà, c'est comment on va construire, comment on va porter cette famille nombreuse maintenant. Mais c'est vrai que parfois on voit aussi, pas forcément de l'émulation familiale, mais on observe de la loyauté qui s'invite dans ce désir d'enfant ou ce non-désir d'enfant. Et je pense à une femme dont le mari désirait un 3e enfant, mais cette femme restait accrochée à une parole de sa mère. Et je vais la citer, cette parole. Cette maman avait dit, de toutes les façons, tu feras comme moi 2 enfants, c'est très bien, 3, ça devient infernal. C'est hyper c'est assez violent. Violent, j'osais pas le dire, mais... Voilà, c'est... ou encore, je pense à une autre femme dont la mère lui avait dit, tu vas quand même pas faire un 4e. Moi, je me suis battue pour travailler et pour prendre la pilule, donc tu peux pas faire ça, quoi. Et alors... À mon sens, ce sont des paroles de malédiction parce qu'en fait, elles empêchent ces femmes de s'émanciper de façon joyeuse du désir de leur mère pour s'accorder à leur propre désir et au désir de leur conjoint, au désir du couple. Voilà. Alors l'inverse doit s'entendre aussi du côté de l'homme, avec une mère ou un père qui lui fait les mêmes remarques, j'imagine. Oui. Alors ça, c'est tout à fait vrai. On l'entend des deux côtés. Et est-ce que, au-delà de la loyauté, vouloir un enfant, c'est aussi faire revivre quelque part l'enfant qu'on a été? Mais oui, bien sûr. Et c'est même parfois réparer l'enfant blessé que nous avons été, si nous l'avons été, en devenant un bon parent. Donc, il y a des choses aussi positives. Ce besoin de réparation n'est pas mauvais en soi. En revanche, attention de ne pas projeter son propre désir de réparation sur sa progéniture de façon trop lourde, déjà parce que ça peut être très lourd pour les petites épaules de ses enfants, mais aussi pour les parents, ça peut provoquer de la déception ou beaucoup de fatigue. Et c'est ce qu'on entend d'ailleurs chez ces couples qui disent on a tout donné à nos enfants, nous sommes épuisés et notre couple n'existe plus, ou alors ils disent ces parents, on comprend pas, nos enfants ne veulent pas faire de grandes études alors que nous avons tout fait pour... et nous-mêmes, nous n'avions pas cette chance. Donc voilà, ils ont essayé de se réparer à travers leurs propres enfants. Et quel poids pour les enfants. Voilà, du côté des enfants, c'est beaucoup de poids. Et puis beaucoup de déception. Et en fait, c'est beaucoup de déception du côté des parents. Et donc, ces couples ont besoin de remettre du sens dans leur parentalité, dans leur lien conjugal, de retrouver un équilibre entre les deux. Et cette réflexion, elle est possible. Et d'ailleurs, cette problématique se retrouve aussi au niveau individuel, dans l'équilibre mère-femme ou père-homme. Voilà. Donc on voit que le désir d'enfant, effectivement, est très relié au passé. Mais ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'il est en lien avec l'avenir qui peut faire peur, par exemple, et donc freiner un désir d'enfant, par exemple?
Oui, tout à fait. Le désir ou le non-désir d'enfant doit être entendu dans un contexte social qui est le nôtre aujourd'hui, marqué par une actualité qui est stressante, un sentiment d'éco-responsabilité qui est très présent aussi, parfois une incertitude financière. Donc beaucoup d'anxiété, et les deux membres du couple n'ont pas toujours la même façon de considérer l'avenir. Certaines personnes expriment leur anxiété à l'idée de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de leur enfant, ce qui les bloque, ce qui les freine à l'idée d'avoir un enfant de plus. C'est vraiment multifactoriel, ce désir d'enfant. Exactement. Je pensais aussi au fait qu'on est dans une société très individualiste, où l'épanouissement personnel est très important. Et ce qui peut aussi susciter des tensions donc au sein du couple quand l'un s'empare de cette problématique et l'autre non, j'imagine. Oui. L'un souhaite un enfant de plus, là où l'autre exprime le désir de préserver le couple, l'équilibre personnel, de garder du temps, pour les activités, mais aussi du temps en famille, tout simplement. Donc, ce sont des choses que l'on peut entendre, notamment quand le couple ou l'un des deux a été très fatigué après l'arrivée d'un enfant. Oui. Et on peut noter aussi que certains ou certaines se sentent écrasés en termes de responsabilité à l'idée d'avoir un enfant de plus. Responsabilité exacerbée par une image parfaite de la parentalité véhiculée notamment sur les réseaux sociaux. En gros, cette image de la parentalité parfaite conditionnerait le bonheur et l'avenir de l'enfant, ce qui est écrasant. Oui, on comprend bien. Alors du coup, maintenant, on comprend un petit peu toute la complexité du désir d'enfant, tous ces facteurs qui l'affectent. Et alors, comment faire quand l'un veut un enfant de plus et pas l'autre ? Quand l'enfant de plus ne viendra pas, parce que l'homme ou la femme ne peut pas s'ouvrir à un nouvel enfant, parce que c'est trop pour lui ou pour elle, le renoncement, je crois qu'il faut vraiment le dire, c'est quand même une réelle blessure. Et elle renvoie à l'expérience de la perte, du vide, du deuil. Et c'est une souffrance qui doit être entendue et parfois accompagnée quand elle est trop difficile. Voilà. Mais avant d'en être là, le couple peut déjà réfléchir et s'écouter à travers ces quelques pistes de réflexion que je vais donner, parce que ce sont des pistes que nous travaillons en entretien. Alors, première piste, d'abord, concrètement, quelle organisation demanderait un enfant de plus ? Oui, tout simplement, concrètement. Est-ce qu'il faudrait changer de maison, de quartier ? Est-ce qu'il faudrait aménager une pièce ? Revoir notre organisation professionnelle ou notre gestion financière ? Et est-ce que nous sommes prêts ensemble, je dis bien ensemble, à vivre cet aménagement ? Donc, première piste. Deuxième piste, avons-nous assez d'énergie et de ressources pour accueillir un enfant de plus à deux ? À deux, Toujours, ensemble. À deux, Quelle aide pouvons-nous anticiper ? Oui. Voilà. Quel impact cela aura-t-il sur nous et sur le reste de la famille ? Voilà, donc ça, c'est une question importante, surtout quand l'un des deux a été vraiment très fatigué après la naissance d'un enfant. Si cet enfant, troisième piste, si cet enfant de plus ne venait pas, quels sont les projets que je souhaiterais investir, seul ou à deux et en famille ? Quelle serait donc notre fécondité personnelle et de couple si nous ne sommes plus fertiles ? Oui, la fécondité n'est pas seulement physique. Oui, exactement. Donc ça, c'est une question très importante. Quelle serait notre fécondité si nous ne sommes plus fertiles ? Et quatrième piste, on pourrait en dire bien d'autres, mais c'est déjà pas mal, 4. Si cet enfant ne venait pas, que suis-je prêt à faire pour soutenir ma femme ou mon mari dans cette période de renoncement, qui, je l'ai dit, est une période difficile, douloureuse. Douloureuse. Donc le couple peut aussi se donner du temps, du temps pour discerner, en tous les cas, avec des pistes, en tout cas celles que nous venons de dire, et il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi échanger. Et on retient que le désir d'enfant est un désir complexe et qu'il mérite d'être creusé avec délicatesse. Merci beaucoup, Hélène. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs et amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions de sujets. Et à la semaine prochaine.